Bienvenue au webinaire du mois de novembre de la série Vivre au quotidien. Aujourd'hui, on va essayer de parler du sommeil. Je vais me présenter tout d'abord. Je m'appelle Claudine Naël, je suis votre modératrice pour l'événement. Si vous avez des questions qui sont en lien avec la plateforme, c'est moi qui vais y répondre. Et si vous avez des problèmes techniques, n'hésitez pas à les inscrire en bas à gauche. Sinon, aujourd'hui, le webinaire va nous permettre de répondre aux questions en lien avec le sommeil et la maladie de Parkinson. J'aimerais vous présenter tout d'abord notre conférencier d'aujourd'hui, M. Jean-François Gagnon. M. Jean-François Gagnon est professeur au département de psychologie de l'Université du Québec à Montréal. Il est détenteur de la chaire de recherche du Canada sur le déclin cognitif dans le vieillissement pathologique. Il réalise ses travaux de recherche au Centre d'études avancées en médecine du sommeil à l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal et à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Il s'intéresse entre autres aux troubles du sommeil, de la cognition dans la maladie de Parkinson. Ces travaux visent à identifier les premières manifestations de la maladie de Parkinson afin d'améliorer le diagnostic précoce et de pouvoir tester éventuellement des interventions visant à retarder et à prévenir le développement de la maladie de Parkinson et de la démence. Donc, avant de lui céder la parole, j'aimerais vous informer que vous avez le clavardage en bas à gauche pour poser vos questions. Si vous avez des questions de point de vue technique, on va y répondre directement en lien avec la plateforme. Si vous avez des questions qui sont en lien avec la présentation, donc des questions sur la présentation de M. Gagnon, on va les prendre à la fin. Donc, on va avoir une section à la fin, on va pouvoir répondre aux questions. Sur ça, ça me fait un plaisir de céder la parole à M. Gagnon. Bonjour à tous. Il y a un petit problème technique. Je ne vois pas encore la présentation à l'affiche chez vous aussi probablement. Donc, on va essayer d'y remédier. Je vois qu'il y a des gens de partout. J'ai même vu qu'il y avait quelqu'un d'Amkoui. C'est de là que je viens. Donc, c'est peut-être maman qui est en train d'écouter ma présentation. Je blague. Donc, voilà. Tout semble fonctionner. Donc, on va débuter. Aujourd'hui, je vais vous parler du sommeil et plus particulièrement du sommeil chez les gens qui sont atteints de la maladie de Parkinson. Donc, si vous avez un plan de la rencontre d'aujourd'hui, donc je vais faire une très brève introduction, suivie de quelques notions sur le sommeil. Donc, c'est quoi le sommeil? À quoi ça sert? C'est quoi les principales caractéristiques du sommeil? Pour ensuite discuter avec vous de façon un peu plus approfondie quels sont les principaux troubles du sommeil qu'on retrouve dans la maladie de Parkinson. Et ensuite, je vais aborder les facteurs de risque. Donc, qu'est-ce qui met une personne à risque de souffrir de troubles du sommeil? Quels sont les différents risques qui peuvent provoquer ces troubles de sommeil-là. Et on va terminer par des interventions. Je vais vous donner des conseils, principalement au niveau de l'insomnie, parce que l'insomnie, c'est peut-être un des problèmes de sommeil qui est le plus handicapant pour la personne et pour son entourage. Donc, je vais essayer avec vous là de vous donner quelques conseils, quelques notions sur l'insomnie, qui est une des maladies du sommeil qui affecte le plus les gens qui ont la maladie de Parkinson. Donc, si on prend 100 personnes relativement âgées, 40, 50, 60 ans, si on prend 100 personnes du même âge qui ont le diabète et 100 personnes du même âge qui ont la maladie de Parkinson et qu'on leur pose la question, est-ce que vous souffrez de votre sommeil? Est-ce que votre sommeil, vous trouvez qu'il est perturbé? Donc, on va avoir une prévalence. Il y a des gens qui vont répondre. Sur les 100 personnes âgées qui n'ont pas la maladie de Parkinson, c'est 33% des gens qui vont se plaindre de leur sommeil, 45% chez les gens qui ont le diabète et plus de 60% chez les gens qui ont la maladie de Parkinson. Donc, comparé à d'autres maladies chroniques ou à des personnes du même âge, on voit que les gens qui ont la maladie de Parkinson se plaignent, pas qu'ils se plaignent plus, mais souffrent plus de perturbations du sommeil. Donc, c'est vraiment un enjeu majeur dans la maladie de Parkinson. Et ici, ce que vous voyez, c'est un iceberg et j'aime beaucoup cette image-là parce que qu'est-ce qu'on voit en haut, c'est la pointe de l'iceberg et souvent, on va comparer la pointe de l'iceberg aux symptômes moteurs de la maladie de Parkinson. C'est les symptômes que l'on voit le plus, c'est des symptômes qui ont peut-être été les premiers à apparaître chez vous et qui ont permis le diagnostic. Mais en dessous de ça, il y a ce qu'on appelle les symptômes non moteurs. Et depuis 10-15 ans, une vingtaine d'années même, on s'intéresse beaucoup aux symptômes non moteurs de la maladie de Parkinson qui sont un peu plus cachés, mais qui sont tout aussi, sinon plus, handicapants que les symptômes moteurs. Et un des symptômes non moteurs les plus importants, ce sont les perturbations du sommeil.
Il y en a 6 principales dont je vais vous parler aujourd'hui. Les 4 premières, elles sont plus prévalentes chez les gens qui ont le Parkinson que chez les gens qui n'ont pas le Parkinson. Alors que les 2 dernières, on les retrouve également en égale quantité chez les gens qui ont le Parkinson et dans la population qui n'a pas le Parkinson. Donc, on va parler d'insomnie, de somnolence excessive durant la journée. Donc, c'est vraiment de s'endormir, avoir des attaques de sommeil durant la journée, de difficulté à bouger, donc mobilité réduite dans le lit, qui touche également un bon pourcentage de gens avec la maladie de Parkinson. Je vais vous parler des rêves agités, qui peuvent se traduire par des comportements dans le lit durant la nuit. Et on va terminer avec l'apnée du sommeil et les impatiences musculaires. Donc, le sommeil, c'est essentiel pour l'être humain. Ça représente le tiers de notre vie. Il y a de plus en plus d'études qui pointent que le sommeil est essentiel pour la santé physique, que ce soit pour la croissance, que ce soit pour la santé cardiaque, que ce soit également pour contrer l'obésité, que ce soit également pour notre cerveau. Notre cerveau a besoin du sommeil. C'est durant le sommeil que va se faire des nouvelles connexions avec les cellules de notre cerveau, les neurones, pour favoriser les apprentissages. Donc, pour la santé physique, le sommeil est essentiel. Essentiel également pour la santé mentale. Donc, tout ce qu'on appelle difficulté avec notre humeur, l'anxiété, la dépression. Dans la dépression, il y a beaucoup de difficultés avec le sommeil. Parfois même, les difficultés de sommeil vont arriver avant la survenue de la dépression. Donc, il y a tout un lien également avec la santé mentale qui est importante. Souvent, on se fait demander quelle est la quantité de sommeil recommandée. Et la bonne réponse, ça varie d'une personne à l'autre. La bonne réponse, c'est que c'est celle qui vous permet d'être bien reposé le lendemain matin. Et ça varie d'un individu à l'autre et dans les âges. C'est-à-dire que ici, vous voyez qu'à gauche complètement, je vais faire apparaître la petite flèche. Ça sera pas non. Je suis supposé avoir une petite flèche, mais je ne la vois pas, mais c'est pas grave. Donc, à gauche, vous voyez que c'est le nouveau-né, et plus on va vers la droite, ce sont les personnes âgées. Nous, on se situe entre 26 et 65 ans et plus. Et qu'est-ce qu'on recommande? Ce que les organisations qui travaillent sur le sommeil recommandent, c'est environ entre 7 et 8 heures de sommeil par nuit. Ça, c'est ce qui est recommandé. Ce qui est acceptable, c'est de dormir. Il y a certains individus qui vont dormir de 5 à 6 heures, d'autres qui vont dormir 9 heures. L'important, c'est d'essayer de ne pas être en bas à votre âge, là, de ne pas être en bas de 5 heures et de ne pas être en haut de 9 heures non plus. Donc, autour de 7-8 heures, certaines personnes vont être très bien reposées avec 5 heures de sommeil, 6 heures de sommeil, mais gardez en tête que la quantité recommandée, c'est la quantité qui, pour vous, vous permet d'être bien reposé le lendemain matin. Si vous n'êtes pas bien reposé le lendemain matin, c'est peut-être que vous manquez de sommeil. Et il y a ce qu'on appelle le sommeil nécessaire, qu'on vient de voir dans la diapositive précédente, et il y a ce qu'on appelle le sommeil réel. Parce que de nos jours, pour plusieurs raisons, on est en dette de sommeil. En fait, la plupart des gens vont être en dette de sommeil, et peu importe l'âge, d'accord? Et on a une vie, et il y a différents facteurs qui vont affecter le sommeil réel. Vous voyez les petites photos en bas. Donc, d'un côté, il y a notre rythme de vie, qui est de plus en plus, pour la plupart des gens, stressé, sous pression, on doit performer. Il y a ce qu'on appelle les écrans, donc télévision, téléphone, tablette intelligente. Ces écrans-là vont émettre de la lumière bleue. Et la lumière bleue, c'est pas bon pour le sommeil. La lumière bleue va vous éveiller de façon importante. Donc, si vous avez l'habitude de lire vos téléphones, de regarder la TV ou d'utiliser les tablettes avant le coucher, bien, ça peut retarder l'heure d'endormissement. Il y a la maladie de Parkinson comme telle, donc vous le savez sans doute, dans la maladie de Parkinson, il y a des régions du cerveau qui sont atteintes et certaines de ces régions-là sont importantes pour le sommeil, sont importantes pour l'éveil. Et il y a la médication, donc la médication que vous prenez pour la maladie de Parkinson ou pour autres problèmes peut parfois affecter le sommeil. Ce qui fait que souvent, on va se retrouver en dette de sommeil. Et un manque de sommeil, donc une dette de sommeil, si c'est aigu, si c'est 1, 2, 3 soirées que vous dormez vraiment mal, bien, vous allez être plus somnolent le lendemain, vous risquez d'être également plus irritable, moins attentif, un peu plus anxieux, un peu plus fébrile, un peu plus triste également. Et si cette dette de sommeil-là se perpétue, continue et ça s'accumule avec les semaines, avec les mois, bien, ces symptômes-là risquent d'être assez présents durant la journée, donc de rendre vos journées moins intéressantes, d'avoir un impact important sur le fonctionnement, votre fonctionnement durant le jour. Donc, une dette de sommeil peut entraîner des impacts durant la journée qui sont majeurs.
Il existe des questionnaires qu'on utilise pour dépister les troubles de sommeil. Il y a 2 questionnaires qui ont été validés pour la maladie de Parkinson comme telle. C'est le Parkinson Disease Sleep Scale numéro 2 et le Scales for Outcomes in PD, le SCOPA Sleep. Les 2 existent en version française. Donc, c'est des questionnaires qui font le tour du sommeil, principalement en ciblant les problèmes qu'on trouve dans la maladie de Parkinson. Il y a 3 autres questionnaires qu'on peut utiliser, qu'on utilise également lorsqu'on n'est pas atteint de la maladie de Parkinson. Pour la qualité du sommeil, on peut utiliser l'index de qualité du sommeil de Pittsburgh. Pour l'insomnie, on va utiliser l'index de sévérité de l'insomnie. Et pour la somnolence, c'est l'échelle de somnolence d'Epworth. Donc, ce sont des questionnaires auto-administrés. Soit vous pouvez le faire, mais souvent, ce qui se passe, c'est lorsque vous allez voir votre médecin, votre neurologue, et que vous vous plaignez de votre sommeil, il va essayer de valider, de dépister la sévérité de ces problèmes-là en utilisant ces questionnaires. L'autre façon de faire, qui est un peu plus compliquée, c'est d'aller dans une clinique du sommeil. Donc, si vous vous plaignez d'un problème de sommeil à votre médecin et que le médecin n'arrive pas tout à fait à bien comprendre, à bien cibler quel type de problème c'est et quel traitement on pourrait faire, bien, il peut vous référer dans une clinique du sommeil. Donc, ça permet de préciser le type de trouble de sommeil qu'on a. Donc, on va à l'hôpital, on va dormir, on passe la nuit là-bas. C'est sûr qu'on est branché. Il y a plusieurs fils, comme vous pouvez voir. Donc, des fils qui vont mesurer l'activité électrique de votre cerveau. Et cette activité électrique-là va aller sur un écran. C'est l'image de droite. Donc, sur l'écran, on peut voir les ondes de votre cerveau et on peut connaître, on peut savoir si vous dormez ou pas et dans quel stade de sommeil vous vous trouvez. Donc, ça nous permet de quantifier votre sommeil. On va également mesurer vos mouvements pour voir si vous bougez durant votre sommeil et votre respiration. Donc, il y a une canule au niveau du nez, il y a des sangles au niveau de l'abdomen qui vont permettre de voir si votre respiration elle est correcte. On va également mesurer votre rythme cardiaque et votre taux d'oxygène dans le sang. Tout ça pour identifier si vous souffrez ou non d'apnée du sommeil. Je vais y revenir un peu plus tard. Donc, on vous êtes bien branché, mais croyez-moi, vous arrivez quand même à dormir. Peut-être pas le sommeil que vous avez à la maison, mais un sommeil quand même qui va nous permettre, dans une clinique de sommeil, d'identifier, de préciser la nature de votre sommeil et des différents problèmes dont vous pourriez souffrir. Et le sommeil, j'aime le comparer en fait à un train. Donc, le sommeil est divisé en plusieurs phases. Ces phases-là vont durer de 1h30 à 2 heures et vous allez avoir durant la nuit de 3, 4 ou 5 de ces phases-là. Donc, cette phase-là commence par l'endormissement, suivi quelques minutes après de ce qu'on appelle le sommeil léger. C'est un sommeil qui est pas très réparateur, mais c'est un peu l'entrée, dans le fond, dans une phase de sommeil plus importante qu'on appelle le sommeil lent profond. Et ce sommeil lent profond-là, c'est celui-là qui va vous être vraiment très réparateur. Et ça va être suivi vers la fin d'une phase de sommeil paradoxal. Le sommeil paradoxal, c'est le sommeil qu'on associe beaucoup aux rêves. On peut rêver dans tous les stades de sommeil, mais les rêves qui ont lieu durant le sommeil paradoxal, ce sont des rêves très chargés émotivement, très vivides. Et votre corps également va changer durant le sommeil paradoxal. Vous allez devenir paralysé, ce qui va vous empêcher de mimer vos rêves. Vous allez voir tout à l'heure qu'il y a un trouble du sommeil qu'on retrouve dans la maladie de Parkinson, dans lequel les gens vont acter leurs rêves. Mais dans le sommeil normal, vous êtes paralysé, ce qui fait que lorsque vous rêvez à des scénarios extraordinaires, bien, vous n'allez pas bouger dans votre sommeil, vous allez être paralysé. Donc, sommeil léger, sommeil profond, sommeil paradoxal, cette phase-là va revenir de 3, 4 à 5 fois durant la nuit. L'endormissement, il y a 2 mécanismes qui expliquent l'endormissement. Premièrement, vous avez dans votre cerveau une structure qui sert d'horloge biologique. C'est ce qu'on appelle le rythme circadien. C'est ce qui fait que pour une personne, son heure de coucher, ça va être autour de 9 heures, alors que pour une autre personne, ça va être autour de minuit. Cette horloge biologique-là, elle est différente d'une personne à l'autre. Et cette horloge biologique-là, elle est calibrée pour durer environ 24 heures. Donc, vous avez naturellement dans votre cerveau une structure qui permet de faire varier votre niveau de vigilance et qui va faire qu'à un certain moment de la journée, souvent dans la soirée, vous allez avoir envie de vous endormir, vous allez avoir envie de rechercher le sommeil. Et que vers la fin de la nuit, vous allez vous éveiller. Donc, il y a cette horloge-là qui varie d'une personne à l'autre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Certaines personnes peuvent avoir envie de dormir à 9 heures, d'autres à 10 heures, d'autres à 11 heures. Donc, ça varie d'une personne à l'autre. L'autre mécanisme qui permet l'endormissement, c'est ce qu'on appelle la pression de sommeil. C'est très, très simple.
plus vous êtes longtemps éveillé, plus ça va exercer une pression pour favoriser l'endormissement. Donc, si vous passez 24 heures éveillé, ben, la pression va être très, très forte pour qu'après 24 heures, vous recherchiez le sommeil. Si par contre, vous êtes éveillé seulement depuis 3 ou 4 heures, bien sûr, la pression sur le sommeil va être très légère. Donc, les deux mécanismes qui permettent l'endormissement, c'est votre horloge biologique et la pression, la durée de l'éveil qui est corrélée à la force du sommeil qui va en quelque sorte peser sur vous pour que vous puissiez aller chercher le sommeil. Je vais parler un peu des siestes. Des siestes dans la journée, ça peut être bénéfique, ça dépend, je vais faire une petite nuance. Si vous souffrez d'insomnie, on va suggérer de ne pas faire de sieste durant la journée. Parce que la sieste, veut pas, elle va gruger du temps de sommeil de la nuit. C'est pour ça que si vous devez faire une sieste, qui peut être très réparatrice, si vous en faites une, le conseil, c'est d'en faire une seule durant la journée, d'une durée maximale de 30 minutes, donc entre 20 et 30 minutes, et de le faire de préférence avant 14 heures. Parce que si vous faites votre sieste plus tard et que cette sieste est plus longue, elle va gruger du temps d'endormissement. Vous allez nécessairement vous endormir plus tard si vous faites une sieste trop longue et trop tard durant la journée. Et il faut savoir que le sommeil est très sensible à plusieurs facteurs. L'âge, le stress qu'on a dans la vie de tous les jours, la maladie, que ce soit la maladie de Parkinson ou d'autres maladies, ça peut avoir un impact sur notre sommeil. La prise de certains médicaments et nos habitudes de vie. Donc, ces 5 facteurs-là, je vais les détailler dans les diapositives qui suivent. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on va voir dans les prochaines diapositives? C'est l'impact justement de l'âge, du stress, de la maladie, de la médication, de nos habitudes de vie qui peuvent entraîner des perturbations du sommeil dans la maladie de Parkinson. Il y a certains des facteurs qu'on ne peut pas s'en sortir. En l'âge, on vieillit tous. Par contre, il y a d'autres facteurs qu'on peut peut-être pouvoir moduler, comme nos habitudes de vie, la maladie comme telle, la médication qu'on utilise. Si on les change, si on y porte attention, on va peut-être pouvoir améliorer notre sommeil. Et à la fin, je vais vous parler de certaines interventions qu'on peut faire. Donc, on va commencer par l'insomnie dans la maladie de Parkinson. C'est une prévalence, une fréquence d'environ 40%. Donc, environ, là, quand on fait des études et qu'on passe des questionnaires, qu'on s'intéresse à l'insomnie, c'est environ 40% des gens qui ont la maladie de Parkinson, 40-50% qui vont s'en plaindre. C'est un peu plus élevé que qu'est-ce qu'on retrouve dans la population qui n'a pas la maladie de Parkinson. Et la principale difficulté, parce que l'insomnie, on peut avoir de la difficulté à s'endormir, on peut se réveiller trop tôt durant la nuit et on peut avoir de la difficulté à maintenir notre sommeil. Et la principale caractéristique de l'insomnie dans la maladie de Parkinson, ce sont les difficultés à maintenir le sommeil. Donc, les gens vont s'endormir relativement facilement, mais après 2-3 heures de sommeil, ils vont se réveiller. Et par la suite, cet éveil-là va durer trop longtemps, 30 minutes, 1 heure, 1 heure et demie. La personne va avoir de la difficulté à retomber dans le sommeil. Et c'est une des caractéristiques du sommeil des gens qui ont la maladie de Parkinson. Donc, des réveils nocturnes fréquents et des réveils qui sont prolongés. La personne va avoir de la difficulté à retomber dans le sommeil. On a toutes des périodes d'éveil durant la nuit. Entre les différentes phases que je vous ai montrées tout à l'heure, il y a des périodes d'éveil. Mais ici, c'est comme si on avait une première phase de sommeil et que par la suite, on avait un éveil et que cet éveil-là, malheureusement, va durer trop longtemps et va empêcher la personne de retomber dans son sommeil. Ou l'autre caractéristique qu'on voit, c'est des réveils matinaux qui sont prématurés. On va parler d'insomnie si on a affaire à un sommeil qui est insuffisant et qui est non réparateur. La personne, pour qu'on dise qu'elle souffre d'insomnie, doit s'en plaindre. Ça doit avoir un impact dans la vie de tous les jours. Il y a des personnes qui vont dormir seulement 4 heures par nuit, mais qui vont être tout à fait fonctionnelles le lendemain. D'autres personnes peuvent dormir 10 heures par nuit et ne pas être fonctionnelles le lendemain. Donc, c'est quand même important que ce manque de sommeil-là dont vous souffrez ait un impact dans la vie de tous les jours. Vous vous sentez non reposé le lendemain, vous ne sentez pas que vous avez récupéré pour qu'on puisse parler d'insomnie. L'autre problème qu'on observe souvent, c'est de la somnolence excessive durant la journée. Ça touche environ 50% des gens qui ont la maladie de Parkinson. Et qu'est-ce que c'est en fait? C'est une forte envie de dormir durant la journée dans des moments qui sont souvent inappropriés. Par exemple, ça peut être en conduisant la voiture.
Ça peut être si vous conduisez la voiture que vous êtes arrêté à une lumière. Ça peut même parfois être lorsque vous discutez avec quelqu'un, dans une discussion où vous vous sentez vraiment très fatigué. Parfois, ça peut ressembler même à des attaques de sommeil. C'est vraiment une envie très, très, très forte de dormir, de s'endormir, et parfois, ça peut arriver sur une période de quelques secondes seulement, quelques minutes. Donc, c'est un problème qu'on remarque également souvent dans la maladie de Parkinson. Un autre problème qu'on retrouve, c'est ce qu'on appelle une mobilité réduite dans votre lit. Ça porte un nom, ça porte le nom d'hypokinésie nocturne. Ça a une prévalence d'environ 50% dans la maladie de Parkinson. Et qu'est-ce que c'est en fait? Ce sont des difficultés à se tourner dans le lit ou à sortir du lit. C'est comme si les phénomènes moteurs de la maladie de Parkinson, comme le ralentissement, la rigidité, les périodes off dans lesquelles il est plus difficile de bouger, c'est comme si ces périodes-là se manifestaient durant le sommeil. Donc, la personne va s'éveiller, va vouloir changer de position et va être incapable, ou ça va être difficile pour elle de pouvoir se tourner dans le lit. Donc, c'est quand même très handicapant pour la personne et pour son entourage également. Une des façons de régler ce problème-là, je vous dirais, c'est d'en parler avec votre médecin pour ajuster la médication que vous prenez. Donc, parfois, on va changer les heures où vous prenez la médication ou on va vous donner un autre type de médication avec un effet prolongé, par exemple, pour tenter de réduire ces moments-là durant la nuit où les phénomènes moteurs du Parkinson se manifestent et qui vont avoir un impact sur la qualité de votre sommeil. Une autre difficulté qu'on observe chez 40% des gens qui ont la maladie de Parkinson, ce sont des rêves agités. Et le nom qu'on donne à ce problème-là, c'est le trouble comportemental en sommeil paradoxal. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est durant les phases de sommeil paradoxal, durant les phases où il y a les rêves les plus importants, la personne à côté de nous ou nous, il va y avoir des cris, vous allez donner des coups, vous allez bouger de façon excessive pendant la nuit. Et vous voyez l'image qui est sur la diapositive ici, c'est un monsieur qui est en train de rêver qu'il boxe avec quelqu'un et vous voyez les gestes qu'il fait dans son sommeil, c'est de mimer ces comportements de boxe-là. Et c'est souvent des rêves qui vont être des mouvements qui vont être relativement brusques, qui peuvent être violents également. Donc, vous allez donner des coups, faire des cris, sortir du lit, tomber à côté du lit. Et ça peut vous mettre à risque de blessure, vous, la personne qui souffre de ce problème-là, mais également votre conjoint d'à côté, qui peut recevoir les coups. Donc, en quelque sorte, c'est un phénomène, une pathologie du sommeil dans lequel la personne va acter ses rêves. Donc, c'est autour quand même de 40% des gens qui ont le Parkinson qui vont souffrir de ce trouble du sommeil-là. Un peu plus tard, je vais vous parler des différents traitements. J'ai voulu séparer les fonctions. Et comment qu'on peut le dépister dans la vie de tous les jours? C'est en répondant à cette question-là qui est ici. Donc, vous a-t-on déjà dit ou croyez-vous que vous agissez vos rêves en dormant? Par exemple, de frapper, de gesticuler, de faire des mouvements de fuite. Si vous répondez oui, il y a des risques quand même assez élevés que vous souffrez de cette pathologie du sommeil-là, le trouble comportemental en sommeil paradoxal. Une autre pathologie du sommeil qu'on connaît, mais qui n'est pas plus prévalente dans la maladie de Parkinson. D'accord? Si on prend une personne âgée qui n'a pas le Parkinson et une autre qui a le Parkinson, ils sont toutes les deux à égal risque de développer de l'apnée du sommeil. Ça a une prévalence d'environ 20% dans la maladie de Parkinson. Et qu'est-ce que c'est en gros? Ce sont des arrêts involontaires de la respiration pendant le sommeil. Donc, on va parler d'apnée obstructive. Ce sont les voies respiratoires qui vont se bloquer. Et ce blocage-là va durer quelques secondes, parfois jusqu'à 30 secondes, et la personne va reprendre son souffle par la suite. Et il peut y avoir un autre arrêt, un autre blocage qui va se produire quelques minutes après. Donc, ce sont des blocages fréquents de la respiration durant la nuit. Le type d'apnée le plus connu, c'est l'apnée obstructive. C'est celle qui va il va y avoir un blocage des voies respiratoires. Et donc, la personne et si vous avez un conjointe, elle va s'en rendre compte de ça. Souvent, la personne ne s'en rend pas compte elle-même, c'est son conjoint qui va lui dire, et son conjoint va être sensible au fait que parfois, pendant la nuit, tu arrêtes de respirer, il faut que je te donne un petit coup pour que la respiration reparte. Ça m'inquiète, ça fait tel mois, année que ça arrive. Donc, c'est souvent la personne, le conjoint, qui va s'en rendre compte. Et l'apnée du sommeil, si ce n'est pas traité, ça peut avoir des conséquences quand même importantes. Beaucoup de fatigue, de somnolence durant la journée.
des maux de tête, de l'irritabilité. On le remarque également par des ronflements. Ce ne sont pas toutes les personnes qui ronflent qui souffrent d'apnée, mais souvent les deux vont être associés. Ça peut avoir des problèmes au niveau cardiaque également, comme de l'hypertension artérielle, des maladies cardiovasculaires. Parce que ce qui se passe en fait, c'est lorsqu'il y a blocage de la respiration, la personne va avoir beaucoup de difficultés à rentrer dans les phases profondes de sommeil. Elle va demeurer dans les phases légères de sommeil. Ce qui fait que à la fin de la nuit, la personne ne se sentira pas du tout reposée. C'est comme si durant la nuit, elle ne va pas retrouver ces périodes de sommeil réparateur-là. Et lorsqu'il y a interruption de la respiration pendant la nuit, le cœur, il va compenser. Le cœur va battre de façon très rapide pour compenser ce manque d'oxygène-là. Et lorsque l'oxygène va reprendre, le cœur va reprendre un rythme normal. Et à tous les blocages, le cœur, dans le fond, il va recommencer à fonctionner. Donc, à long terme, ça peut avoir un impact sur la santé cardiaque. Et pour faire le diagnostic, oui, votre conjoint peut se rendre compte que vous souffrez d'apnée du sommeil, mais encore là, pour faire le diagnostic, il faut aller dans un laboratoire du sommeil. Il existe différents traitements. L'apnée du sommeil est associée d'une certaine façon à l'obésité. Donc, la perte de poids peut, pas toujours, mais peut favoriser le retrait de ces apnées-là. Souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander aux gens de porter un masque durant la nuit. Je vais vous en parler un peu plus tout à l'heure. Et ce masque-là va insuffler de l'oxygène pour permettre de libérer les voies respiratoires. Et il y a des chirurgies qui peuvent être faites également. Donc, c'est bien important d'identifier l'apnée du sommeil et d'essayer de trouver une solution qui va être personnalisée à la personne pour tenter de régler ce problème de sommeil. Donc, tout à l'heure, je vous en ai parlé, l'apnée du sommeil cause beaucoup de somnolence durant la journée. Le sommeil n'est pas réparateur lorsque vous souffrez d'apnée du sommeil, ce qui fait que durant le jour, vous allez avoir beaucoup de périodes d'endormissement, des envies de dormir. Et c'est à la source, comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut être à la source de difficultés au niveau du système cardiaque, au niveau de votre cerveau également, parce que ces manques d'oxygène-là qui surviennent durant la nuit, vos neurones ont besoin de cet oxygène-là. Donc, s'il y a trop souvent ces interruptions-là de l'oxygène, votre cerveau, il y a peut-être quelques neurones qui vont mourir parce qu'ils n'auront pas accès à cet oxygène-là. Et il y a la dépression également qui est associée à l'apnée du sommeil. Et la dernière pathologie du sommeil qu'on reconnaît dans la maladie de Parkinson, et encore là, ce n'est pas plus fréquent chez une personne qui n'a pas le Parkinson qu'une personne qui a le Parkinson, mais on la retrouve quand même beaucoup, surtout dans la population québécoise. Ce sont ce qu'on appelle les impatiences musculaires à l'éveil. Donc, ça va être en fait des fourmillements, des picotements, des engourdissements désagréables au niveau des membres, plus souvent au niveau des jambes, mais parfois au niveau des bras également. Donc, lorsque vous êtes en train d'écouter la TV le soir, ça survient surtout en soirée ou avant d'aller au lit. Donc, si vous êtes assis en train d'écouter la TV, ça va vous démanger dans les jambes. Vous allez avoir des petites douleurs, des picotements, des engourdissements, et vous allez ressentir le besoin de les soulager en bougeant, en vous grattant. Et si ça survient avant d'aller au lit, lorsque vous êtes dans une période d'endormissement, ça peut retarder l'endormissement, donc ça peut également causer de l'insomnie. Donc, ça survient principalement en soirée. Si vous souffrez de ça, vous le sentez, hein, c'est un malaise au niveau des jambes et vous avez besoin de vous lever, vous avez besoin de bouger pour pouvoir dissiper ce malaise-là. Et c'est souvent, pas toujours, mais souvent associé durant la nuit à ce qu'on appelle des mouvements périodiques au cours du sommeil. Ça va être des petits coups, des spasmes que vous allez avoir avec les jambes qui vont survenir durant la nuit, durant que vous dormez. Vous pouvez ne pas vous en rendre compte. Votre conjoint, par contre, peut s'en rendre compte. Et ces petits mouvements-là que vous allez faire de façon régulière vont avoir également un impact sur la qualité de votre sommeil. Ça va vous empêcher ou ça va rendre beaucoup plus difficile le fait de rentrer dans les stades de sommeil plus réparatrices, les stades plus réparateurs comme le sommeil en ondes. Donc maintenant, je vais vous parler des différents facteurs de risque qui peuvent favoriser l'émergence, l'apparition de perturbations du sommeil dans la maladie de Parkinson. Il y a l'âge. On s'en sort pas, la maladie de Parkinson, c'est une maladie qui est quand même associée à l'âge. Et avec l'âge, notre sommeil subit des changements. On peut pas les changer, ces changements-là. Donc, que vous ayez ou non la maladie de Parkinson, tous, nous allons les subir, ces changements-là. Donc, qu'est-ce qui est surtout associé à l'âge? C'est une diminution du sommeil profond. C'est la flèche que vous voyez en rouge. Donc, moins de sommeil profond égale moins de sommeil réparateur. Et par le fait même, vous allez avoir une hausse, une augmentation du sommeil léger. Donc, vous allez avoir des éveils un peu plus fréquents durant la nuit. Vous allez vous réveiller un peu plus tôt également de votre nuit. Donc, tout ça fragilise en quelque sorte votre sommeil. Donc, c'est un terrain propice
au fait que si en plus de ça, vous avez une maladie, des stress ou des mauvaises habitudes de vie, bien, ça va venir s'ajouter à l'âge pour favoriser l'apparition de problèmes de sommeil. Avec l'âge également, on a beaucoup de changements physiques, des changements hormonaux, que ce soit la ménopause pour la femme. Parfois, il va y avoir des besoins d'uriner pendant la nuit qui sont plus fréquents et ces besoins d'uriner-là vont faire que vous allez vous réveiller plus fréquemment. Il peut y avoir une sensibilité accrue à la caféine. La caféine, c'est un stimulant. Si votre corps devient plus sensible à la caféine, bien, les 2-3 cafés que vous preniez auparavant, bien, maintenant, ils pourraient avoir un impact sur votre endormissement, rendre votre endormissement plus difficile. Le fait aussi qu'avec l'âge, bien, il y a différentes maladies qui peuvent apparaître, certaines douleurs, certains nouveaux médicaments qu'on prend, tout ça favorise l'émergence de certains problèmes de sommeil. Les changements psychologiques également, donc du stress, des inquiétudes, des deuils, de la tristesse, on en a à tous les âges de la vie. En vieillissant, bien, on est peut-être moins résistant à ce stress-là, on a peut-être un peu plus d'inquiétude également. On a certainement, probablement plus de deuil également, que ce soit dans notre famille, que ce soit nos amis. Donc, ça peut augmenter la tristesse et tous ces changements psychologiques-là peuvent avoir un impact sur la qualité de notre sommeil. Et il y a les habitudes de vie. Lorsqu'on est à la retraite, si on a plus ou moins préparé notre retraite, bien, on peut se retrouver, dans le fond, à devenir un peu plus sédentaire. Donc, bouger un peu moins, passer des journées peut-être à écouter la télévision tranquille chez soi. Et ça va favoriser la survenue de différentes siestes à des moments plus ou moins opportuns durant la journée. Donc, le fait d'être sédentaire peut favoriser l'émergence de faire des siestes. Et ces siestes-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, vont gruger le temps de sommeil qui a lieu durant la nuit. Et il y a la maladie de Parkinson comme telle. Je vous l'ai dit tout à l'heure, et vous le savez, dans la maladie de Parkinson, il y a des neurones de votre cerveau qui vont mourir. Et cette mort-là des cellules va survenir parfois dans des régions importantes pour le sommeil. Et vous voyez ici le cerveau. La région qui est en rouge, c'est ce qu'on appelle le tronc cérébral. Et dans le tronc cérébral, il y a plusieurs structures. Des structures qui sont importantes, entre autres, pour la paralysie durant le sommeil paradoxal. Donc, si vous n'avez pas cette paralysie-là, bien là, vous allez voir apparaître la survenue des rêves agités dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a d'autres régions qui sont importantes pour la vigilance, pour l'éveil. Donc, si ces régions-là sont atteintes, notre réveil ne sera pas optimal, notre vigilance ne sera pas optimale. Donc, ça peut causer de la somnolence. Et vous avez bien sûr l'atteinte des neurones dopaminergiques de la substance noire, là, qui est la structure dans laquelle vous avez des neurones dopaminergiques qui favorisent la motricité. Mais si ces neurones-là sont atteints, ça peut faire que durant la nuit, votre mobilité va être réduite. Donc, la maladie de Parkinson comme telle touche des régions qui vont affecter, qui peuvent permettre la survenue des problèmes de sommeil dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a les habitudes de vie également qu'on a, donc la consommation, par exemple, excessive d'alcool. Si on prend trop d'alcool avant d'aller au lit, ça va avoir un impact sur notre sommeil. Notre sommeil risque d'être plus léger et plus fragmenté. Et ça, c'est peu importe les âges. Donc, si vous prenez 2-3 verres de vin au souper, ça va fragiliser votre nuit de sommeil. Donc, ce qu'on suggère souvent, c'est 1 verre d'alcool. Ça se peut que vous en preniez 2 ou 3 et que ça n'affecte pas votre sommeil, mais si vous êtes une personne qui a un sommeil fragile, le fait d'ajouter à ça une consommation excessive d'alcool peut le fragiliser encore plus. Pour la caféine, bon, peut-être que tout à l'heure, avant, vous étiez capable de prendre un café dans l'après-midi, mais maintenant, le café que vous prenez dans l'après-midi, ben, il va retarder votre endormissement. Vous devenez peut-être plus sensible à la caféine. Donc, l'habitude de vie que vous aviez auparavant de prendre 2-3 cafés par jour, ben, maintenant, il va peut-être falloir revoir les choses. Prendre un seul café, parce que le café que vous prenez l'après-midi ou parfois au souper peut avoir maintenant un impact et retarder l'endormissement durant la nuit. Et les siestes, bien sûr, j'en reparle encore, les siestes trop fréquentes ou trop longues peuvent avoir un impact sur le sommeil que vous avez durant la nuit. Et il y a les différentes habitudes de vie qu'on a. On vit dans une période qui est, pour la plupart des gens, très stressante. On a beaucoup de pression au travail, beaucoup de pression familiale. Il peut y avoir des conflits familiaux, des conflits avec les amis, des conflits avec un peu tout le monde. On peut avoir un rythme de vie également qui est trop rapide pour ce qu'on est capable de faire, donc beaucoup de pression. Donc, si on a une mauvaise gestion du stress, ben, on va amener le stress avec nous dans la chambre, durant la nuit, et ça peut avoir un impact sur notre sommeil.
Il y a bien sûr toutes les sources de stimulation lumineuse que je vous ai dit tout à l'heure, donc les tablettes, les téléphones cellulaires, la télévision. Et ce qui est vraiment dommageable, c'est la lumière bleue que ces appareils-là vont émettre. Et cette lumière bleue-là envoie à votre cerveau le signal qu'il doit être éveillé. Et maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de tablettes avec lesquelles on peut enlever cette lumière bleue-là. Donc, si vous avez comme habitude de lire le journal sur votre tablette le soir et que pour vous, c'est une habitude qui est importante, ça fait partie de votre routine, ça vous aide même à vous endormir, assurez-vous que la lumière bleue a été enlevée. Parce que si la lumière bleue est là, ça l'envoie comme signal à votre cerveau de demeurer éveillé, de demeurer stimulé. Et la médication, on connaît encore peu les impacts de la médication sur le sommeil. Ce qu'on sait par contre, c'est que la levodopa, le médicament qu'on prend le plus souvent, et d'autres agonistes également dopaminergiques dans la maladie de Parkinson, peuvent avoir un impact sur le sommeil en le rendant plus fragile. Ça peut provoquer des cauchemars également plus intenses durant la nuit et ça peut également provoquer de la somnolence durant la journée. Donc, avec votre médecin, là, si vous avez un sommeil plus léger, des rêves, des cauchemars intenses, ou une somnolence durant la journée suite au début de cette médication-là, vous pouvez en parler avec votre médecin pour voir s'il n'y a pas quelque chose à faire. Donc, je vous ai expliqué un peu quels sont les principaux problèmes de sommeil dans la maladie de Parkinson. Je vous ai expliqué un peu les facteurs de risque. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire si on souffre de problèmes de sommeil? Comment qu'on peut intervenir? Donc, si vous vous plaignez de la qualité de votre sommeil, je crois que c'est important d'en parler avec votre médecin, que ce soit votre médecin de famille ou avec votre neurologue. Parce qu'il peut, lui, le dépister. Parce qu'il faut préciser, c'est beau se plaindre de son sommeil, mais il faut essayer de reconnaître c'est quel type de problème de sommeil que vous avez. Donc, ce que je vous ai parlé tout à l'heure, les questionnaires qui vont permettre de dépister. Et parfois, ça va être suffisant. Grâce à ces questionnaires-là, on va bien cibler ce dont vous souffrez. Et avec votre médecin, vous pouvez essayer de voir s'il y a des solutions. Par exemple, d'ajuster la médication, d'introduire une nouvelle médication ou de modifier un peu vos habitudes de vie, là, comme je vous le présentais tout à l'heure. Et si le médecin se pose des questions sur la nature du trouble de sommeil, il veut pousser un peu plus loin, il va peut-être demander une investigation dans un laboratoire spécialisé dans une clinique de sommeil et ça va permettre de préciser la nature et les causes du problème de sommeil dont vous souffrez et de vous offrir un traitement qui est vraiment personnalisé et spécifique à la pathologie du sommeil qu'on a détectée. Qu'est-ce qu'on peut faire de votre côté? C'est identifier les éléments qui sont perturbateurs sur votre santé physique. Donc, est-ce que durant la nuit, vous avez des manifestations de la maladie de Parkinson? Par exemple, des douleurs, des crampes, une rigidité qui est trop forte, un ralentissement moteur qui est trop fort durant la nuit quand vous vous réveillez et qui va empêcher, qui va réduire votre mobilité dans le lit. Est-ce que vous avez d'autres problèmes à côté, comme des problèmes de constipation, des problèmes de brûlement d'estomac, des envies d'uriner, qui vont fragiliser votre sommeil? Si c'est le cas, il faut les identifier. Est-ce que vous sentez que vous avez de la difficulté à respirer? Ou est-ce que votre conjoint ou votre conjointe vous a dit que pendant la nuit, vous arrêtez de respirer, vous avez des périodes d'interruption de la respiration? Si c'est le cas, ça pourrait être le signe d'une apnée du sommeil. Donc, ce serait important d'en parler avec votre médecin. Il existe des traitements, comme je vous ai montré tout à l'heure. Le plus connu, c'est la pression positive continue. C'est un masque qu'on met qui va projeter de l'oxygène à l'intérieur des voies respiratoires pour les débloquer. Et donc, c'est pas, il y a quand même des problèmes à le porter qui peuvent survenir, mais suite à ça, il y a vraiment des histoires exceptionnelles de personnes qui avaient vraiment des grands problèmes de sommeil durant la nuit, un sommeil très fragilisé, beaucoup de somnolence durant la journée, puis suite à l'introduction de ce traitement-là, leur vie a vraiment changé. Le sommeil est devenu réparateur et la somnolence est disparue durant la journée. Est-ce que vous avez des rêves agités? Donc, si vous avez répondu oui à la question que je vous ai posée tout à l'heure, est-ce que vous mimez, est-ce que vous semblez mimer le contenu de vos rêves? Est-ce que vous frappez durant la nuit? C'est peut-être que vous avez un trouble comportemental en sommeil paradoxal. Donc, c'est le monsieur qui boxe durant la nuit. Et il existe des traitements, c'est pas des traitements pour traiter la pathologie comme telle, mais c'est pour traiter les symptômes. Donc, on va donner du clonazepam ou de la mélatonine et ça peut réussir à calmer ces comportements-là. Donc, les comportements de boxe, de frapper, de crier vont être sensiblement réduits durant la nuit. Si ce sont les impatiences musculaires, il y a un traitement qui est assez bien reconnu, c'est le Mirapex. C'est un traitement qu'on donne également pour la maladie de Parkinson, mais qui a été développé, que l'on donne également pour les impatiences musculaires.
Donc, si c'est le cas, vous devez en parler avec votre médecin, puis votre médecin va essayer de voir avec vous qu'est-ce qu'on peut faire au niveau des traitements, au niveau de la médication. Est-ce que votre santé mentale va bien? Vous devez identifier s'il y a eu des changements dans les dernières semaines, les derniers mois, les derniers jours au niveau de votre santé mentale. Le stress, par exemple, qui peut avoir un impact sur votre sommeil. Donc, le stress, on en vit tous. Hein? Ce sont des changements de vie, ça peut être des pertes, ça peut être des conflits, ça peut être un stress positif également. Si vous vous mariez, par exemple, ou la naissance d'un enfant pour des grands-parents, c'est un stress qui est positif, mais c'est un stress pareil. Et le problème avec le stress, c'est qu'on en vit tous, et ça fait partie de la vie, mais si ce stress-là persiste dans le temps, il peut devenir chronique. Et lorsque le stress devient chronique, c'est là qu'il peut avoir des effets, en fait, un impact négatif sur la santé physique et sur le sommeil. Il y a également des personnalités, donc il y a des gens qui vivent en quelque sorte ce qu'on appelle de l'hyperactivité mentale. Okay? Il y a des personnalités qui sont un peu plus agitées que les autres, des personnes qui ont beaucoup d'agitation mentale. On dit souvent que le petit rat, il va courir constamment dans notre cerveau. On est des gens qui ont, moi je suis un peu comme ça, je dois l'avouer, toujours beaucoup d'idées, toujours beaucoup de pensées, je suis incapable en fait de me calmer puis d'être calme. Je suis quelqu'un qui a beaucoup de tension musculaire également. Donc, si vous êtes de ce type de personnalité-là, beaucoup d'agitation mentale, beaucoup de tension musculaire, lorsque va venir le temps de vous endormir, ben vous allez la ressentir, cette tension musculaire-là. Ça va être beaucoup plus difficile pour vous de vous endormir. Donc, ce type de personnalité-là, d'hyperactivité mentale, peut favoriser l'émergence de l'insomnie, la survenue de l'insomnie. Si vous vivez de l'anxiété de façon excessive, donc des inquiétudes qui sont difficiles à gérer, ou de la tristesse excessive, des fois c'est sans raison apparente, parfois ça peut être suite à un deuil, mais un deuil qui se prolonge. Donc, cette hyperactivité mentale-là, cette anxiété excessive, cette tristesse excessive-là, peut avoir un impact sur votre sommeil. Et si c'est le cas, ben, vous pouvez aller chercher de l'aide, soit par de la médication, soit par une thérapie. Il y a des associations, des groupes de soutien. Souvent, on va dire également aux gens d'avoir des activités sportives, des activités sociales qui sont riches pour permettre de gérer ce stress-là, pour permettre de gérer ces difficultés qui sont associées à la santé mentale. Donc, maintenant, je vais focuser un peu plus sur l'insomnie comme telle. Donc, qu'est-ce que l'insomnie? Parce que c'est un des problèmes peut-être les plus handicapants. Et je vais vous donner quelques conseils, quelques trucs pour favoriser, pour éviter, peut-être pas éviter l'insomnie, mais du moins vous outiller pour que vous puissiez appréhender de façon plus efficace l'insomnie. Donc, ce sont des difficultés à initier ou à maintenir le sommeil. Je mets l'accent sur maintenir parce que c'est ce qu'on observe le plus dans la maladie de Parkinson. L'insomnie n'apparaît pas comme ça du jour au lendemain, c'est une histoire. Hein? Donc ici, c'est l'histoire naturelle de l'insomnie. Comment l'insomnie va s'installer? Donc, il faut qu'il y ait d'abord des facteurs prédisposants, donc des facteurs qui rendent une personne plus vulnérable qu'une autre à voir l'insomnie s'installer. Et souvent, ça va être associé à l'âge, à nos habitudes de vie et à notre type de personnalité. La personnalité dont je vous parlais tout à l'heure, celle qui est un peu plus hyperactive, un peu plus tendue, un peu plus anxieuse, c'est une personne qui va être plus à risque de souffrir d'insomnie. Et qu'est-ce qu'il va avoir? Donc, il y a des facteurs prédisposants et s'ajoute à cela ce qu'on appelle des facteurs précipitants. Donc, la personne va relativement bien dormir et à un moment donné, il va avoir un événement dans sa vie qui va précipiter la survenue de l'insomnie. Ça peut être un stress important comme un deuil, une séparation, une perte d'emploi, par exemple. Donc, c'est un événement stresseur qui va s'ajouter à des facteurs prédisposants et qui vont peut-être avoir un impact sur la qualité du sommeil. Ça peut être un changement important, un déménagement, par exemple. Ça peut être également des nouveaux bruits dans l'environnement où vous restez. Par exemple, si vous restez à côté d'un voisin qui déménage et que le nouveau voisin ne respecte pas votre intimité durant la nuit, qu'il y a beaucoup de bruit dans votre appartement, dans votre condo, bien, ça va être un facteur, un événement précipitant qui peut avoir un impact sur votre sommeil. Donc, c'est une personne qui est prédisposée, à qui on ajoute un événement précipitant qui va créer vraiment des anomalies, qui va créer en fait l'insomnie. Et s'ajoute à cela des facteurs perpétuants qui vont entretenir cette insomnie-là. Donc, ce sont des pensées, des émotions négatives, des comportements qu'on va se mettre à adopter qui vont permettre d'ancrer, d'entretenir cette insomnie-là. Et vous le voyez un peu ici dans le graphique.
Donc, ce qui est en rouge foncé, ce sont les facteurs prédisposants. Ce qui est en rouge un peu plus pâle, ce sont les facteurs précipitants. Et ce qui est en rose encore plus pâle, ce sont les facteurs d'entretien. Donc, au début, d'accord, vous êtes une personne prédisposée à souffrir d'insomnie à cause de votre âge, à cause de votre style de personnalité, à cause de vos habitudes de vie. Et il va s'ajouter à ça un facteur précipitant, un grand changement, un deuil, un stress important qui vont vous faire vivre pendant quelques jours, quelques semaines, ce qu'on appelle une insomnie aiguë. Les choses devraient normalement se résorber avec le retrait du stress, mais ici, qu'est-ce qu'on a? C'est qu'on a des facteurs d'entretien qui vont s'ajouter. Donc, on va passer d'une insomnie aiguë à une insomnie subchronique vers une insomnie chronique. Et quand on parle d'insomnie chronique, on parle vraiment de difficultés à s'endormir, à maintenir son sommeil qui vont durer plusieurs mois. Donc, ils vont apparaître plusieurs fois par semaine et qui vont durer plusieurs mois et qui vont vraiment avoir un impact dans votre vie, qui va créer une détresse dans la vie de tous les jours parce que vous allez vous sentir moins reposé et vous allez avoir un sommeil moins récupérateur. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'on souffre d'insomnie? Bien, on peut prendre des somnifères, d'accord? Les somnifères, on peut être contre, on peut être pour, mais souvent les somnifères vont aider justement les personnes qui vont vivre une crise importante, un changement important, qui après 2-3 nuits où il y a un manque de sommeil, bien là, ils ont vraiment besoin de leur sommeil. Donc, on va souvent donner des somnifères à court terme, pour une courte période de temps, dans des situations de crise. Le problème avec les somnifères, c'est qu'on peut en devenir dépendant. On va peut-être avoir besoin d'augmenter la quantité de somnifères pour retrouver l'effet bénéfique sur le sommeil. Et il va y avoir une dépendance qui risque de se créer également du fait qu'on a besoin de ce somnifère-là pour dormir, alors qu'on pourrait trouver peut-être d'autres outils, d'autres façons de faire. Donc moi, je vais vous présenter les autres façons de faire. Je ne suis pas contre les somnifères. Les somnifères sont importants lorsqu'on vit une crise au niveau de notre sommeil importante, mais il faut faire attention, il y a d'autres solutions également qui sont tout aussi efficaces que les somnifères. Il y a les nombreuses techniques de relaxation, je ne vais pas toutes vous les dire ici. Je vous conseille très fortement d'aller sur Ecosia ou sur Google, donc sur des moteurs de recherche. Vous tapez techniques de relaxation pendant le sommeil, vous allez aider. Il y en a des dizaines de techniques de relaxation qui vont vous permettre là, vraiment de pratiquer, qui vont vous guider pour aller chercher pour vous la technique de relaxation qui est la plus adéquate pour vous. Il y a ce qu'on appelle la thérapie comportementale cognitive ou TCC. C'est un traitement en fait, c'est la thérapie comportementale cognitive pour l'insomnie. Donc, c'est un traitement qui a été ciblé pour traiter l'insomnie. On va tenter avec cette thérapie-là de modifier les comportements, de modifier les pensées. C'est une thérapie qu'on peut faire de façon individuelle ou en groupe. Et c'est autour, là, ça va peut-être changer, mais c'est autour de 8 sessions d'1 heure, d'une durée à peu près d'1 heure, 8 sessions séparées d'1 heure. Et ces sessions-là, cette thérapie-là, elle est résumée dans un livre. J'ai aucun conflit d'intérêt avec M. Charles Morin, donc j'ai aucun problème à vous présenter ce livre-là. C'est un livre qui est très bien fait, c'est un livre qui est vulgarisé pour les personnes de tout âge. Ça s'appelle Vaincre les ennemis du sommeil. C'est Charles Morin à Québec, à l'Université Laval, qui est chercheur. Il y a un autre livre de Diane Boivin, que j'ai malheureusement oublié le titre également. Donc, ce sont 2 livres francophones qui sont faits pour le grand public. Donc, ils peuvent vous aider à comprendre cette thérapie-là. Puis, je vais vous en parler un petit peu ici. Donc, qu'est-ce que ça vise à faire? En fait, ça vise à vous donner ce qu'on appelle une hygiène de sommeil. Donc, l'hygiène, on l'a pour notre hygiène personnelle. On essaie d'avoir une hygiène de travail également. Donc, c'est comment faire pour favoriser la survenue d'un bon sommeil. Donc, pour avoir une bonne hygiène de sommeil, il faut éviter de prendre de la caféine après le souper, surtout si vous êtes très sensible à la caféine. Donc, il faut éliminer le plus possible les stimulants à partir de l'après-midi pour pas que ces stimulants-là vous empêchent de vous endormir à l'heure du coucher. Il faut également faire attention à l'alcool qui peut causer une fragmentation de votre sommeil, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il peut fragiliser votre sommeil, l'alcool. Et il faut éviter également de manger un repas lourd avant l'heure du coucher. Donc, ces 3 facteurs-là, la caféine, les stimulants, le thé également parfois, l'alcool et de manger des repas trop lourds, ça peut rendre l'endormissement et votre sommeil beaucoup plus difficile. Je vous l'ai dit tout à l'heure, essayez de minimiser le bruit.
Vous pouvez pour ça vous acheter des bouchons. Si vous restez près d'une autoroute, par exemple, ben, vous ne pouvez pas faire grand-chose pour éliminer le bruit. Il y a des bons bouchons qui se vendent, donc vous pouvez trouver des bouchons qui sont personnalisés à vous et qui sont adéquats pour vous. La lumière, il faut faire attention à la lumière. Assurez-vous de dormir dans un endroit qui est très sombre. Et faites attention, s'il vous plaît, aux différents appareils électriques dont je vous ai parlé tout à l'heure. Autre recommandation que je peux vous faire, ne pas boire de liquide avant 19 heures. Parce que si vous prenez un verre d'eau après 19 heures, il y a de fortes possibilités que durant la nuit, vous ayez besoin d'aller uriner. Donc, le fait de vous lever pour aller uriner peut perturber votre sommeil et rendre l'endormissement par la suite un peu plus difficile. Et bien sûr, de façon très, très générale, il y a l'hygiène de vie comme telle. Donc, d'adopter un style de vie qui favorise une bonne gestion du stress au niveau de votre nutrition, au niveau des activités sociales, au niveau des activités sportives, au niveau des activités intellectuelles aussi. Si dans votre vie, vous vous nourrissez bien, vous avez des activités sociales enrichissantes, vous demeurez actif, ça va participer tout ça à votre hygiène de vie, et d'avoir une bonne hygiène de vie, ça peut également favoriser l'hygiène de sommeil. Bien important de bien gérer ses émotions également, surtout avant le sommeil. Ce que je vous conseille fortement, ce n'est pas le moment avant le coucher de régler des problèmes avec votre conjoint, avec vos enfants. Ce n'est pas le moment non plus d'ouvrir vos courriels et de tomber sur un courriel d'un ami, de quelqu'un de la famille ou du travail, un courriel que vous savez qui peut vous déranger. Donc, on essaie le plus possible après le souper de faire des activités qui sont calmes, de ne pas avoir de chicanes, de ne pas avoir de conversations lourdes, parce que ces émotions-là que ça va susciter, ça va avoir un impact sur votre sommeil. Et c'est bien sûr important d'établir de bonnes communications avec vos pairs, parce que les difficultés de communication vont générer de la colère, vont générer du stress, et vous risquez parfois d'amener ça avec vous dans le lit, dans votre sommeil, et ça peut avoir un impact sur votre sommeil. Quelques conseils que je peux vous donner, c'est de réserver, il y en a plusieurs, un de ceux-là, c'est de réserver une heure pour la détente avant d'aller au lit et de développer une routine. D'accord? À tous les âges, la routine est importante. Moi, j'ai des jeunes enfants et je sais comment la routine, on va prendre le bain, on met son pyjama, on brosse les dents, on lit une histoire, c'est important. Ça prépare leur cerveau à mes enfants et à tous les enfants et à tous les gens. Ça prépare notre cerveau que d'ici quelques minutes, on va aller vers le sommeil. Donc, cette routine-là, elle est très importante. Donc, essayez de respecter la même routine tous les soirs. Cette routine-là peut être différente d'une personne à l'autre. Essayez de trouver votre routine à vous qui vous permet de programmer votre cerveau pour qu'il sache que d'ici quelques minutes, on va s'en aller dormir. Donc, c'est très important d'avoir un moment de détente également avant le sommeil. D'accord? C'est pas le temps d'avoir des discussions au téléphone avec un membre de la famille avec qui on est en chicane. C'est pas le temps de régler des problèmes. Donc, il faut vraiment protéger 1 à 2 heures avant le sommeil, qui est une heure de détente. Vous pouvez écouter la télévision, vous pouvez lire calmement, vous pouvez simplement faire de la relaxation, mais essayez de préserver ce temps-là. C'est important d'aller au lit uniquement lorsque vous ressentez le besoin de dormir. D'accord? Si vous êtes très stimulé intellectuellement, que vous venez de faire de l'exercice, par exemple, donc vous êtes très, très stimulé, c'est pas une bonne idée d'aller tout de suite au lit parce que vous ne vous endormirez pas tout de suite. Assurez-vous que lorsque vous commencez à somnoler, lorsque vous commencez à fermer les yeux, lorsque vous commencez à être un peu plus lourd, c'est peut-être le bon moment à ce moment-là d'aller vers le lit et essayez de réserver le lit, la chambre pour le sommeil et les activités intimes. Ce que je veux dire par là, c'est que je vous conseille fortement de ne pas écouter la télévision dans votre chambre, sauf si ça fait partie de votre routine et que ça vous aide à dormir. Mais faites bien attention parce que la lumière de la télévision, ça pourrait vous donner à votre cerveau le signal que ce n'est pas le temps de dormir. Donc, essayez de réserver votre chambre à ça. Essayez de ne pas travailler dans votre chambre. Essayez de ne pas non plus manger dans votre chambre. Donc, pour que la chambre, le lit, soit associé au sommeil et aux activités intimes, bien sûr, mais pas à autre chose. Donc, encore là, ça va programmer votre cerveau pour que le lit devienne l'endroit propice pour le sommeil. Essayez de dormir dans la noirceur la plus complète possible. Votre cerveau ne doit pas avoir le signal qu'il y a de la lumière qui rentre. Votre cerveau doit avoir le signal que c'est fermé, c'est noir et que c'est le moment de dormir. Essayez de quitter le lit si vous êtes incapable de vous endormir ou de vous rendormir. Par exemple, si après 20 ou 30 minutes, vous êtes incapable de vous rendormir, ce qui est conseillé de faire, c'est de sortir du lit, d'aller dans le salon, par exemple,
de garder la lumière tamisée, de vous installer dans votre divan et de lire, d'avoir une lecture qui est relativement calme, pas un roman de suspense ou un roman d'horreur, mais d'avoir une lecture qui est relativement calme. Et vous allez comme ça retrouver tranquillement le chemin de l'endormissement et là, ça va être le moment de retourner au lit. Si vous vous réveillez encore dans le lit, qu'après 20 ou 30 minutes, vous ne vous rendormez pas, vous ressortez également du lit et vous recommencez cette routine-là. Essayez d'être très synchronisé, donc de quitter le lit à la même heure chaque matin. Encore là, ça va programmer votre cerveau à se lever et à se coucher à des heures relativement régulières. Le conseil, c'est de régler votre réveil pour qu'il sonne toujours à la même heure. Et essayez encore une fois de ne pas faire de sieste trop longue et trop tardive durant la journée parce que ça va gruger de votre temps de sommeil. Lorsque vous vous réveillez durant la nuit, c'est conseillé de résister au désir de regarder l'heure. Si vous êtes quelqu'un qui souffrait d'insomnie et que vous vous réveillez pendant la nuit, vous devez vous demander est-ce que j'ai dormi? Est-ce que j'ai bien dormi? Il est quelle heure? Et là, ça commence à vous tracasser. Et là, vous allez regarder l'heure et en voyant l'heure, vous risquez d'être déçu. Parce que vous allez dire, j'ai quand même pas juste dormi 2 heures, c'est pas vrai, ça fait encore une nuit que je me réveille à cette heure-là. Et là, tout à coup, le stress, l'anxiété, l'angoisse va prendre le dessus et vous allez avoir encore plus de difficultés à vous rendormir. Donc, le conseil, c'est de ne pas regarder l'heure quand vous vous réveillez durant la nuit. De restreindre le temps passé au temps pour dormir. Donc, si après 20 ou 30 minutes, vous ne vous rendormez pas, sortez du lit. Il faut que votre lit soit associé au sommeil. Et le fait que, justement, vous allez sortir du lit si vous vous endormissez pas et tout, le fait de combattre l'insomnie, ça pourrait provoquer de la somnolence durant la journée. C'est un effet secondaire probable. Et cette somnolence-là, vous devez l'accepter dans les premiers jours. Et à un moment donné, cette somnolence-là va vous aider à vous endormir la nuit. Elle va devenir bénéfique pour retrouver le sommeil. Et on a beaucoup de croyances par rapport au sommeil. Souvent, on se fait dire que c'est nécessaire et que nous avons tous besoin de 8 heures de sommeil pour être fonctionnels durant la journée. C'est faux. Rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure au début. L'important pour vous sentir reposé, c'est ce qui est à vous, votre heure personnelle à vous. Pour une personne, ça va être 5 heures. Pour une autre, ça va être 8 heures. Donc, le concept comme de quoi il est important de dormir 7 à 8 heures par jour, c'est plus ou moins vrai. Essayez de trouver quel est pour vous le minimum d'heures qu'il vous faut pour devenir reposé. Et c'est ça que vous avez besoin si vous vous sentez reposé le lendemain. Ça va permettre un peu de dédramatiser l'insomnie. Vous savez, l'insomnie, ça peut avoir une charge émotive très importante si on souffre d'insomnie à long terme, mais le fait de dédramatiser nos pensées, le fait de changer notre façon d'aborder l'insomnie, ça pourrait diminuer notre détresse en quelque sorte. Ça ne vise pas à nier le fait qu'on souffre d'insomnie ou à minimiser les difficultés, mais c'est certain que si on prend ça trop à cœur, si on se donne des obligations trop importantes de devoir absolument dormir, on risque d'être déçu. On risque d'être déçu et là, ça va pouvoir provoquer une charge émotionnelle qui va faire perpétuer un peu l'insomnie. Dans les facteurs d'entretien que je vous ai dit tout à l'heure, cette charge émotionnelle-là par rapport à l'insomnie peut permettre de perpétuer, d'entretenir l'insomnie. Et cette thérapie-là dont je viens de vous parler, c'est quelques conseils que je vous donne. Si vous lisez le livre ou si vous acceptez de faire une thérapie, vous allez voir que c'est un peu plus organisé. Là, ce que je voulais vous donner, ce sont des outils. Ce qui est important, c'est que les rechutes, ils vont arriver. Il arrive parfois qu'il y ait des défaillances, des rechutes, que pendant 5, 6, 7 nuits, ça va bien, on a un bon sommeil, mais que là, tout à coup, 3, 4 nuits de suite, on a un mauvais sommeil. C'est normal d'avoir ces rechutes-là. Il faut continuer le travail, il faut continuer les efforts, il faut pratiquer ces trucs-là, ces conseils-là que je viens de vous donner. Et il faut pas être surpris que parfois il puisse y avoir des rechutes. Donc, il faut avoir des attentes qui sont réalistes. Okay? C'est un traitement d'insomnie qui est pas efficace à 100% et qui est pas toujours efficace. Il va parfois m'aider à améliorer, je sais pas, sur un chiffre de 0 à 10, je peux dire qu'avant j'étais à 5, puis maintenant je suis rendu à 6 ou à 7. Mais c'est quand même un gain. Donc, il faut quand même être réaliste dans nos attentes. Il faut distinguer également si pendant 3 ou 4 nuits, vous dormez moins bien, il faut faire attention. C'est pas un effondrement, c'est une petite défaillance. Donc, il faut être capable de minimiser les choses pour ne pas se laisser envahir par la détresse ou par l'anxiété. Des nuits occasionnelles d'insomnie sont toujours possibles. Même si vous parvenez vraiment à mieux gérer votre insomnie, ça peut arriver parfois certaines nuits occasionnelles où l'insomnie va revenir. Surtout quand on est dans des situations à haut risque. Par exemple, là, c'est des fêtes qui vont arriver bientôt.
Mais durant la période des fêtes, notre horaire de sommeil n'est pas le même. On risque également de ne pas dormir à la maison, de changer d'environnement pour dormir. Donc, ces périodes-là où il y a des grands changements, ce sont des situations à risque où l'insomnie pourrait revenir. Ne vous en faites pas, parce que vous allez retrouver par la suite votre maison, votre lit, et les choses devraient se stabiliser. Et c'est très important, je vous dirais, de faire appel aux ressources. Et les ressources, elles sont nombreuses. Il y a tout d'abord votre famille, votre conjoint, votre conjointe, vos enfants, vos amis. Vous pouvez en parler de vos problèmes de sommeil. Ça va permettre de les dédramatiser. Ça va permettre également d'informer les gens autour de vous. Vous pouvez avoir des conseils, vous pouvez avoir des trucs de ces gens-là. Il y a des nombreuses associations qui existent. J'en ai quelques adresses par la suite. Il y a des groupes de soutien qui existent également. Et bien sûr, il y a des spécialistes. Il y a votre médecin, votre neurologue. On peut également demander à un psychologue. Les psychologues, il y a certains psychologues qui sont formés pour traiter l'insomnie avec la thérapie dont je viens de vous parler. Donc, ce que je vous conseille de faire, si vous voulez vous engager dans un processus comme ça de thérapie, de contacter l'Ordre des psychologues du Québec qui vont vous référer à un psychologue spécialisé dans le traitement de l'insomnie. Et je suis pas du tout fermé à certaines médecines non traditionnelles. Donc, il faut quand même être prudent avec les médecines non traditionnelles ou avec les produits naturels de santé. Il manque encore des évidences, il manque encore des preuves, mais il y a certaines médecines non traditionnelles, par exemple l'acupuncture, qui se sont démontrées comme pouvant favoriser le sommeil, comme pouvant aider, en fait, comme un outil supplémentaire dont on dispose pour aborder l'insomnie. Et bien sûr, le plus important, je vous dirais, c'est de vous éduquer, c'est de vous informer, c'est de vous renseigner. Et vous le faites parce que vous venez d'assister au webinaire que je donne ici. Vous pouvez aller sur Internet également. Il y a des sites sérieux qui vont vous permettre de mieux comprendre le sommeil, qu'est-ce que c'est, de mieux comprendre quelles sont les principales perturbations du sommeil. Il y a les livres dont je vous ai parlé tout à l'heure, celui de Charles Morin et celui de Diane Boivin. Pour le sommeil comme tel, il existe une fondation au Québec, la Fondation Sommeil. Je vous ai mis le lien ici à Internet pour aller sur leur site web. Donc, c'est beaucoup d'informations sur le sommeil. Vous pouvez aller vous informer par là-bas. Il y a bien sûr Parkinson Québec, que vous connaissez. Et si vous êtes intéressé par la recherche sur le sommeil ou tout autre type de recherche, au Québec, on est chanceux parce qu'on possède un réseau, le réseau Parkinson Québec, qui permet, là, vous contacter la responsable du réseau Parkinson Québec et elle va prendre vos coordonnées et vous allez pouvoir, si vous êtes intéressé, à participer à différents projets de recherche sur la maladie de Parkinson au Québec, dont des recherches sur le sommeil. Voilà, c'est terminé. Donc, si vous avez des questions, ça va me faire plaisir de pouvoir y répondre. Je tiens par contre à préciser que je ne suis pas médecin. Donc, si vos questions concernent de façon très pointue la médication que vous prenez ou les médicaments que vous devriez prendre, malheureusement, je suis limité, je ne peux pas vous aider dans ces aspects-là. Ou si ça concerne également des conditions médicales dont vous souffrez, je vais peut-être être un peu limité dans mes réponses parce que je n'ai pas une formation médicale comme telle. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On a beaucoup de questions. Donc, les gens, le sommeil, c'est quelque chose de très important. Donc, je vais commencer un peu en lien avec le rythme circadien. Donc, il y a quelqu'un qui demande si ça peut varier au cours de la vie pour une mère. Donc, est-ce qu'elle peut être active, puis après ça, avoir quelque chose pour penser que ça va se passer? Les grands changements de rythme circadien sont assez rares. Actuellement, on va souvent dire que la personne est de type matin et que la personne est de type soir. La personne de type soir, elle, va généralement s'endormir vers 11h, minuit, même 1h du matin. Elle est faite comme ça. Son horloge biologique, elle est faite comme ça. Donc, cette personne-là va s'endormir très tard le soir et va se réveiller très tard durant la journée également, souvent vers 8, 9, 10 heures. Alors qu'il y a ce qu'on appelle les types de matin. Ça, c'est des gens qui vont s'endormir autour de 8 heures, 9 heures, et ils vont se réveiller vers 5 heures, 6 heures le lendemain. Et ces types-là de matin ou de soir sont assez bien consolidés dans la vie. Donc, il y a peu de changements qui peuvent survenir avec le vieillissement. Par contre, il y a peut-être des conditions médicales qui vont venir perturber ces rythmes circadiens-là. On pense entre autres aux troubles cognitifs. Les gens qui ont des troubles cognitifs importants, ils peuvent avoir un dérèglement de ce rythme circadien-là, ce qui fait qu'ils vont parfois devenir excités dans l'après-midi, un peu agressifs en soirée, et que durant la nuit, ben là, il va avoir des éveils fréquents,
ou des endormissements à des moments un peu inappropriés. Donc oui, il peut y avoir des perturbations de notre rythme circadien, mais ça va souvent être associé à une maladie ou à une condition médicale qui s'ajoute. Je vais juste me rapprocher un peu parce que les gens sont avoir de la difficulté à m'entendre comme je parle. Donc, en lien avec ça aussi, on parlait pour aider, on disait de prendre la mélatonine. Est-ce que les gens peuvent développer une dépendance à la mélatonine, un peu comme on disait pour les somnifères? C'est une bonne question. La mélatonine, c'est un produit qui est disponible dans les pharmacies sans prescription, donc c'est un produit naturel. Il y a encore très peu d'études qui portent sur la mélatonine comme telle. On ne connaît pas encore bien les effets secondaires, surtout les effets secondaires à long terme. Donc, ce que je vous conseille très fortement, c'est d'en parler avec votre médecin avant de commencer la mélatonine. Peut-être en discuter avec votre médecin pour voir est-ce qu'il y a des contre-indications avec votre condition, est-ce que vous prenez d'autres médicaments avec lesquels ça pourrait interagir. Mais comme je vous dis, justement, on ne connaît pas très bien les évidences qui sont associées à la mélatonine. Chez certaines personnes, ça peut les aider à trouver le sommeil, à favoriser l'endormissement. Encore là, la mélatonine, il y a le dosage varie beaucoup. La façon de le prendre varie beaucoup aussi et chaque personne va réagir de façon un peu différente à la mélatonine. Ce qui est souvent conseillé de faire avec la mélatonine, c'est d'en prendre 45 minutes, 30 minutes avant l'heure de coucher et de s'assurer que les lumières ne sont pas allumées parce que la mélatonine est produite dans le cerveau lorsque la lumière est fermée, que les yeux sont fermés. Donc, même si vous prenez de la mélatonine pour favoriser l'endormissement, s'il y a de la lumière autour de vous, la mélatonine ne va pas être sécrétée. Voilà. Donc, ce qui est conseillé, en fait, c'est d'en prendre à court terme. Souvent, je passe d'une idée à l'autre. L'autre idée que je vais élaborer aussi, c'est que la mélatonine peut être importante lorsque vous souffrez de décalage horaire. Dans les changements d'heure, vous savez, l'heure qu'on vient de changer, ben, ça a peut-être perturbé beaucoup de personnes. Donc, souvent, on va dire aux gens, ben, pendant une semaine ou deux, on prend un peu de mélatonine le soir pour retrouver, resynchroniser notre horloge biologique. Ou si on fait des voyages en avion, de décalage horaire, on va suggérer de prendre de la mélatonine pour recadrer notre horloge biologique. Mais encore là, il faut toujours la prendre de 30 à 40 minutes avant l'heure du coucher. On va rester dans les produits naturels. Il y a quelqu'un qui demande, qu'est-ce que vous pensez en lien avec le sommeil, avec les cannabinoïdes? Le cannabis et oui, écoutez, je suis pas un expert. Je le sais qu'il va parler des lectures que j'ai fait dernièrement parce qu'on est tous un peu confrontés à cette nouveauté-là. Personnellement, je sais que dans les produits du cannabis, il y a des facteurs qui sont plus hallucinogènes. Il y a un autre facteur, j'ai oublié le nom, mais qui, oui, lui, ce type de cannabis-là peut favoriser le calme et l'endormissement. Mais encore ici, je ne pourrais pas en fait, je peux rien vous conseiller, mais ce que je vous conseillerais par contre, c'est d'en parler avec votre médecin et de bien vous assurer que si c'est recommandé, que ce soit le type de substance qui favorise l'endormissement et non pas l'autre type qui favorise un peu l'excitation et les substances hallucinogènes. Donc, dans le tableau que vous avez présenté pour les heures de sommeil, je pense que ça l'arrêtait à 10 heures. Est-ce que ça se peut pour certaines personnes ce soit un peu plus? Je vais juste lire la question. Le nombre d'heures de sommeil selon le tableau peut-il être plus grand en pleine forme au réveil à 60 ans? Donc, est-ce que ça peut être plus que 10 heures comme c'est écrit? Ce que je vous ai montré comme tableau, c'est vraiment une moyenne. C'est qu'est-ce qui est recommandé dans une population moyenne. Et et c'est pas tout le monde qui est moyen. Il y a beaucoup de gens qui vont sortir de cette moyenne-là. Donc, pour certaines personnes, c'est 5 heures de sommeil qui est la bonne heure pour elles. Et pour une autre personne, ça va être 10 heures de sommeil. Donc, si vous ne souffrez pas de dormir 10 heures, si durant la journée, vous êtes bien éveillé, vous êtes bien fonctionnel, il n'y a aucun problème avec ça. Par contre, si vous dormez 10 heures et que vous n'êtes pas reposé le lendemain, que vous avez des difficultés à être vigilant, il y a peut-être une apnée qui est cachée derrière ça. Mais si vous dormez 10 heures et que vous êtes fonctionnel, l'important, c'est d'être fonctionnel. L'important, c'est que vous sentiez que vous avez un sommeil qui est réparateur. Je vais juste avertir parce qu'on dépasse les heures que le webinaire continue. Juste vous avertir que c'est enregistré. Donc, s'il y a quoi que ce soit que vous devez quitter pour mon travail et autres, n'hésitez pas. On va avoir l'enregistrement. Donc, s'il y a quoi que ce soit, on va encore poser quelques questions. J'ai quelques questions qui restent ici qui sont très intéressantes. Et aussi, s'il y a des gens si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va les poser.
Donc, une autre question qu'on avait, c'était en lien avec les rêves agités. Quelqu'un qui dit que c'est une proche aidante qui, elle, a décidé de faire les séparer pour éviter de se faire frapper. Ouais. Car le sommeil de proche aidant aussi est très, est aussi, dans le fond, efficace et bon à avoir. Mais je voulais savoir, est-ce que pour la personne qui vit avec le Parkinson, ça peut être dommageable le fait de vivre avec des rêves agités comme ça? L'important, c'est pas... Il y a deux choses. L'important, c'est de s'assurer que l'environnement est sécuritaire. Donc, tout ce qui est lampe, tout ce qui est meuble, qui est à portée du lit, tout ce qui est cadre en haut du lit, donc de s'assurer qu'il n'y a pas d'objet coupant, qu'il n'y a pas d'objet dangereux, ce qui fait que lorsqu'il va avoir les mouvements, les gestes, les coups, ben, on va limiter le risque de blessure. Donc, s'assurer que l'environnement est sécuritaire, et c'est pas pour rien, si vous allez quitter la chambre, c'est que c'était peut-être ça perturber votre sommeil et c'est peut-être pas sécuritaire pour vous également. Mais pour la personne comme telle, ce qu'on suggère très, très fortement, c'est de sécuriser l'environnement, de mettre des oreillers sur le plancher ou de mettre des objets qui vont amortir une chute. Donc, changer l'environnement. Si c'est très fréquent et que les comportements sont vraiment très violents, il y a comme je vous l'ai dit, il y a le clonazepam, donc vous pourriez en parler avec le médecin, le neurologue. Le clonazepam, à petite dose, ça peut permettre là, de calmer ces mouvements-là, l'intensité de ces mouvements-là durant la nuit. Il faut juste s'assurer qu'il n'y a pas trop d'effets secondaires, qu'il n'y a pas trop de problèmes de chute, problèmes d'équilibre ou de problèmes cognitifs avec ça. Mais ça peut être un bon médicament pour diminuer l'intensité de ces comportements-là. Et il y a la mélatonine également. La mélatonine, certaines études ont montré que c'était efficace pour calmer ces comportements-là, d'autres non. Encore là, je vous suggère très fortement d'en parler avec votre médecin là, qui pourrait bien vous orienter par rapport à ça. Donc, il y a beaucoup de gens qui parlent en lien avec les douleurs. Donc, le fait que les douleurs empêchent de dormir. Donc, les gens n'arrivent pas à récupérer. Certaines personnes disent je me sens plus fatiguée le matin à mon réveil que le soir avant de me coucher. Donc, ils voulaient savoir est-ce que vous aviez des trucs ou non. Ils voulaient savoir si les relaxants musculaires pouvaient aider pour le sommeil. Oui, l'important, c'est ça. Douleur ou tension musculaire, c'est important d'en parler avec votre médecin, de trouver un antidouleur qui va permettre, bon, parfois avec les Advil et l'ibuprofène qui est disponible actuellement, ça va soulager pendant 4 heures la douleur. Donc souvent, on va les prendre peut-être avant de dormir, mais vers 3-4 heures du matin, les douleurs vont revenir. Donc, bien s'assurer de trouver avec votre médecin un bon traitement pour la douleur, puis un bon traitement pour les tensions musculaires, pour les crampes. Donc, c'est vraiment une discussion avec votre médecin à ce niveau-là. Il y a juste quelqu'un qui écrit comment s'écrit le médicament, pour parler pour le médicament pour les dans le fond, les problèmes lors des troubles paradoxaux. Les rêves agités, c'est le clonazepam Rivotril. Donc, C-L-O-N-A-Z-E-P-A-M. Il est quelque part dans ma présentation, dans une des diapositives de la présentation, il est écrit. C'est un benzodiazépine. Donc, si vous allez sur Internet, le clonazepam. Il y a quelqu'un qui demande quoi faire dans le cas de somnolence quand le sommeil pendant la nuit est très bon. Ça pourrait, dans certains cas, on croit avoir un bon sommeil, mais c'est possible qu'il y ait de l'apnée du sommeil. Donc, vous dormez 8 heures. Par contre, vous vous réveillez le matin et durant la journée, vous souffrez de somnolence. Donc, ça pourrait être le fait que durant la nuit, il peut y avoir de l'apnée silencieuse, de l'apnée dont vous n'êtes pas tout à fait consciente, mais qui peut avoir un impact sur votre sommeil. Ou ça peut être également une conséquence de la médication que vous prenez. Donc, vous pouvez prendre, si vous prenez des agonistes dopaminergiques, Mirapex entre autres, ça pourrait provoquer ces somnolences-là. Donc, encore une fois, vous faites le tour des médicaments que vous prenez. Assurez-vous que durant la nuit, vous avez vraiment un bon sommeil. Donc, si vous avez un conjoint ou une conjointe, peut-être de lui demander de remarquer si votre respiration s'interrompt durant la nuit. Est-ce que vous avez des impatiences musculaires? Est-ce que vous avez des mouvements avec vos jambes, par exemple? Donc, il faudrait un conjoint ou une conjointe pour confirmer ça. Sinon, peut-être aller passer un examen en laboratoire du sommeil. Il y a différentes substances qui peuvent être prises pour favoriser la vigilance, la caféine, entre autres. Par contre, je ne crois pas qu'il y ait d'études très, très fortes qui ont montré que la caféine pouvait
de façon importante entraîner un arrêt de la somnolence dans la maladie de Parkinson. Donc, je vous conseille quand même d'en parler avec votre médecin par rapport à ce qu'il existe des substances qui pourraient permettre de combattre cette somnolence-là. Mais avant ça, essayez de bien investiguer votre sommeil et les médicaments que vous prenez pour voir si ça pourrait expliquer la somnolence qu'il y a pendant la nuit. L'autre aspect qui est un peu plus plate, comme je vous le montrais dans la figure du cerveau, il y a certains neurones qui vont mourir dans la maladie de Parkinson qui sont associés à des régions importantes pour la vigilance. Donc, ça se pourrait que ça soit une conséquence de la maladie de Parkinson comme telle, cette somnolence-là que vous avez, même si vous dormez bien durant la nuit. Puis, pour l'apnée du sommeil, est-ce que c'est d'aller voir un spécialiste en lien avec le sommeil ou le médecin général? Comment on fait pour avoir le test qui est fait pour pouvoir avoir tout ce qui peut être appareil? Donc, c'est souvent dans des cliniques spécialisées. Il existe des cliniques spécialisées dans les hôpitaux. Il en existe également dans le domaine privé. Mais la porte d'entrée, c'est votre médecin. Si vous suspectez que vous souffrez d'apnée du sommeil, il faut en parler avec votre médecin. Et le médecin va vous référer à une clinique, à un laboratoire du sommeil. Ça peut être une clinique de pneumologie, par exemple, ou ça peut être une clinique dans le secteur privé. Là, je connais un peu moins le secteur privé. Mais ça vient d'une référence de votre médecin de famille. Je ne sais pas si les gens avaient des dernières questions. Je ne sais pas si vous avez des questions dans la salle. Vraiment, si des gens ont de la difficulté avec les sommeils, puis il y a beaucoup de gens qui nous disent on a essayé les somnifères ou des choses comme ça. Un truc vraiment, c'est d'essayer d'avoir une routine que vous leur suggérez si on n'a pas été avec ça, si on était juste avec la médication. Ce que je ferais, si vous prenez des somnifères depuis plusieurs années puis que vous voulez arrêter, que vous n'êtes pas satisfait, je vous conseille fortement de vous renseigner et le livre que je vous ai suggéré, je crois que c'est un bon premier pas. Avec ce livre-là, il va y avoir une description de la thérapie que vous pouvez suivre pour l'insomnie et que vous pouvez le faire vous-même à la maison. Par contre, c'est un peu difficile parfois de faire une thérapie par soi-même. Parfois, on a besoin d'être guidé, on a besoin d'être outillé. Donc, si après avoir lu le livre, ça continue, mais que vous êtes toujours motivé, je vous suggère fortement de contacter un psychologue ou un psychothérapeute, mais qui est spécialisé en insomnie. Donc, en appelant l'Ordre des psychologues du Québec, entre autres, vous pouvez dire, écoutez, j'aimerais rencontrer un psychologue parce que je souffre d'insomnie. Dans mon quartier, dans ma région, est-ce que vous pouvez me référer, me donner le nom de 2 ou 3 psychologues qui traitent spécifiquement l'insomnie, puis vous pouvez aller suivre cette thérapie-là et ça risque de vous aider. Donc, merci beaucoup, M. Gagnon, pour la présentation. Les gens ont bien apprécié. Juste vous dire quelques commentaires. Les gens trouvent vous êtes un très bon vulgarisateur. C'est vrai, je pense que les idées sont claires et vous avez bien présenté le concept. Donc, merci beaucoup. Vous avez parlé à la fin du réseau Parkinson Québec qui est sur la recherche. Ça tombe bien parce que le prochain webinaire, donc en décembre, sera présenté par Clotilde Grout, qui est responsable du réseau Parkinson Québec, et elle va présenter les recherches qui sont faites au Québec en lien avec la maladie de Parkinson. Donc, je vous invite à vous inscrire. Vous allez trouver le lien sur le site web de Parkinson Québec. Je vous remercie d'avoir été présent. Beaucoup de questions, c'est toujours intéressant. Ça rend toujours la présentation dynamique. Donc, merci beaucoup et je vous souhaite une bonne fin de journée et en espérant aussi que vous soyez sécuritaire sur la route parce qu'il fait froid et il y a la neige qui commence. Donc, bonne fin de journée et à la prochaine. Merci à tous.